Donc voilà, la Thalèphe sultane s'appelle Polo sultana en occitan. De l'ordre des gruiformes, la famille des Rallidés, et l'espèce s'appelle Porphyrio porphyrio. C'est un oiseau sédentaire qui niche en France depuis 1996. Ça va du Roussillon jusqu'à la Camargue. Un migrateur rare et un hivernant rare mais régulier. Son aire de distribution, donc on la trouve jusqu'en Russie, dans le delta de la Volga. Elle est présente de tout temps en Espagne et particulièrement dans le delta du Guadalquivir. Elle est présente aussi aux Baléares, en Sardaigne. Et depuis les années 70, elle a reconquis les côtes méditerranéennes jusqu'en Camargue. Elle se reproduit également en Afrique du Nord. Alors, il existe plusieurs espèces, 13 sous-espèces, qui se répartissent en Europe, en Afrique, Asie tropicale, Australie et Nouvelle-Zélande. Et en Russie, les oiseaux sont plus migrateurs et ils atteignent l'Azerbaïdjan en hiver. Alors, notre Thalèphe sultane, elle a un plumage bleu foncé, violet. Alors, selon les descriptions, c'est décrit bleu violacé sombre, bleu pourpré. Ses sous-caudales sont blanches, donc c'est sous la queue. Hein. La gorge et la poitrine sont plutôt bleu turquoise et elle a des reflets métalliques. Donc, c'est un peu une grosse poule. Vous voyez les mensurations. Alors, le plus caractéristique, évidemment, c'est son bec, massif, conique, bien rouge, avec une large plaque qui remonte jusqu'au front et qui est très rouge vif. Sa mandibule supérieure, elle est volumineuse et recourbée. Ses yeux sont rouges. Ah oui, le bec est un peu plus clair en hiver. Donc, elle a de fortes pattes roses à rouge vif avec des longs doigts. Et au bout de ces longs doigts, des longues griffes effilées et plus particulièrement celles du doigt postérieur. Les deux sexes n'ont pas de dimorphisme, c'est-à-dire qu'ils sont similaires. Le juvénile, lui, est plus terne, plus grisâtre. On dit gris ardoise bleuté non brillant, avec une zone de blanc grisâtre au milieu du dessous, de la poitrine, on va dire. Sa couleur donc est plus terne jusqu'à l'âge de 2 ans où il atteint sa maturité sexuelle. Le rouge du bec chez le jeune commence par la plaque frontale et gagnera son bec au mois d'août. Donc, vous avez vu que la Thalèphe sultane est un gros oiseau de la taille d'une poule avec un cou moyen et elle est plutôt dodue. Alors, normalement, elle ne peut pas être confondue car elle est plus corpulente que la gallinule ou la foulque macroule, mais il y a quand même des similitudes. À gauche, vous avez la gallinule poule d'eau dans les roseaux et à droite, la foulque macroule. Donc, c'est une espèce typique des marais, des étangs, berges humides et des lacs. Elle est en eau douce ou saumâtre, avec une végétation dense, pas trop haute et avec des niveaux d'eau stables. Elle se cache dans les roseaux. Elle affectionne particulièrement donc les roselières entrecoupées de canaux et de plans d'eau. Parfois, elle se montre, surtout si les roseaux les herbes sont coupées, qu'elles ne sont pas trop hautes. Et il lui faut des tiges brisées pour marcher. Elle n'hésite pas à grimper sur une touffe de roseaux et elle peut marcher sur de la végétation flottante. Elle ne va pas s'éloigner des roseaux si le niveau de l'eau est haut, si c'est profond. Occasionnellement, elle peut nager.
Elle se nourrit de tiges tendres, de racines, de feuilles, de fleurs et de graines, et elle les extrait avec ses grosses pattes. Elle a un petit faible pour les rhizomes des roseaux, qu'elle déchire avec son bec qui est puissant et qui lui sert de sécateur. Elle est adroite avec ses pattes et on dit qu'elle utiliserait surtout la droite. Aussi, c'est tout un spectacle de la regarder se nourrir. Elle est friande de la sève du phragmite commun et elle peut, à l'occasion, si elle trouve des proies mortes, manger des poussins, des grenouilles, des petits poissons, mais aussi des vers, des mollusques, des insectes, des escargots, des crustacés et des œufs d'autres espèces. Vous la voyez là, la tête dans la vase. Donc la partie animale de son régime alimentaire reste minoritaire. Elle a un vol qui n'est pas élégant, avec des rapides coups d'aile vibrants, et elle a les pattes pendantes, donc ça permet de l'identifier. Elle vole relativement bien, mais sur de courtes distances. En France, des déplacements internuptiaux sont probables, comme en témoignent les observations dans les sites où l'espèce n'est pas connue nicheuse et correspond probablement à la dispersion de postes juvéniles. Les immatures volent plus longuement à la recherche de nouveaux territoires. Son cri, il est trompettant à l'envol, vous pourrez vous amuser à l'écouter. Voilà, c'est un cri vraiment spécial. Donc plutôt le soir ou la nuit, il est nasillard, il a hauteur variable, il y a des longues séries et il peut aller vraiment jusqu'à une sonorité très impressionnante. Il peut y avoir des caquettements, gloussements, des lamentations. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, des trilles rudes, mécaniques et rapides, et surtout de force variable, parfois aiguës aussi. Son nid est flottant, il est caché au cœur de la végétation et il est construit par les deux parents avec des feuilles mortes et des tiges de plantes aquatiques. Le mâle collecte davantage du matériel et la femelle construit. Il a une forme de coupe grossière et il est relativement petit par rapport à la taille de l'oiseau. Et le couple construit aussi des plateformes et des rampes d'accès pour le repos des juvéniles. La saison de reproduction commence à la fin mars. En France, les premières pontes ont lieu en avril-mai. Il n'y a généralement qu'une seule nichée, mais une deuxième n'est pas non, c'est possible aussi, c'est pas exceptionnel. Son œuf. Alors elle pond entre 2 et 7 œufs. Vous avez la photo là. Un œuf assez gros, donc qui mesure 5 bons centimètres sur presque 4. Il est brillant, une couleur crème avec des taches très variables, du brun rougeâtre au violacé. Et l'incubation va être une durée de 22 à 25 jours. Et elle est effectuée par les deux sexes, mais principalement la femelle. Les poussins sont nidifuges, donc ils naissent avec un long duvet et ils quittent le nid au bout de 4 à 5 jours après l'éclosion. Leur couleur est noire avec un léger revêtement blanchâtre sur le dos et les ailes et les pattes. Les doigts sont gris rosé et la plaque frontale sera la première à se colorer en rouge alors que le bec devra attendre le mois d'août pour arborer sa couleur. Là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez donc des talèves adultes avec des jeunes, vous voyez, ils sont plutôt gris sombre. Donc l'élevage des jeunes dure presque 2 mois jusqu'à ce qu'ils soient complètement émancipés et le nourrissage se fait par les deux parents. Il arrive que des immatures de l'année précédente, d'une précédente nichée, participent au nourrissage des jeunes. Le statut de l'espèce, donc vous vous en doutez, elle bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis 1976. C'est une espèce protégée,
donc qui est inscrite sur la directive oiseaux de l'Union européenne et la Convention de Berne. Et donc, je vous fais le refrain. Il est donc interdit de la détruire, la mutiler, la capturer ou l'enlever, de la perturber intentionnellement ou de la naturaliser, ainsi que de détruire ou d'enlever les œufs et les nids et de détruire, altérer ou dégrader leur milieu. Qu'elle soit vivante ou morte, il est aussi interdit de la transporter, colporter, de l'utiliser, de la détenir, de la vendre ou de l'acheter. Toutefois, depuis 2006, ces interdictions ne s'appliquent pas aux sujets nés et élevés en captivité. Voilà. Et pour l'Union nationale pour la conservation de la nature, donc l'UICN, elle est en préoccupation mineure. Par BirdLife International, son statut est qualifié de localisé, c'est-à-dire que 90% des effectifs sont concentrés dans moins de 10 sites connus. Donc la population européenne, elle est estimée jusqu'à 35 000 couples, la plupart nichant en Espagne. Ailleurs, la population est moindre, avec jusqu'à 600 couples en Italie, en Sardaigne, 1500 couples en Russie, 1000 couples en Turquie, et le Portugal n'héberge que quelques couples, quelques dizaines de couples. En France, la première reproduction prouvée date de 1996. Et la population de cette espèce s'élevait en 1998 de 10 à 15 couples. Dans l'Antiquité, c'était un oiseau couramment élevé et très apprécié des Romains. On suppose que c'est par eux qu'elle a colonisé l'ensemble du bassin méditerranéen. Et étrangement, elle a disparu bien des années plus tard pour des raisons inconnues, ne subsistant que dans une poignée de régions en Espagne et au Portugal. Donc j'ai fait des petites recherches. Donc Éliane le Sophiste, donc un petit peu après Jésus-Christ, c'est un historien romain et zoologiste. Il a dit que le porphyrion, donc c'est le nom antique de la talève, est un bel oiseau que les gens riches en élèvent. Alors Athénée de Naucratis a fait des compilations à la demande de l'empereur et il rapporte Polémon d'Ilion au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc de cet oiseau qu'il nomme porphyrion. Polémon d'Ilion, également connu sous le nom de Polémon le Pyriégète ou Polémon le géographe, philosophe stoïcien et géographe grec, il dit que l'espèce garde scrupuleusement les femmes mariées, et l'oiseau a même la faculté de sentir la femme adultère, au point que lorsqu'il s'en aperçoit, il commence par la faire connaître au mari et finit sa vie en se pendant. C'est tiré du Banquet des savants, tome 3. On a aussi Jacques-Christophe Valmont de Beaumard, qui est un naturaliste français et qui a écrit dans le Dictionnaire raisonné universel de l'histoire naturelle en 1764. Les anciens estimaient si fort la beauté de cet oiseau qu'ils en faisaient un des ornements de leur palais, de leur temple. Buffon aussi a précisé que le porphyrion des Grecs et des Romains venait de Libye, de Commagène et des Baléares. Dans l'histoire naturelle des animaux, page 458. Alors, la population française des talèves sultanes. En 2006, il y avait sans doute au moins une vingtaine de couples. Ces oiseaux sont pour partie issus de programmes de réintroduction en Espagne, comme en témoigne la reprise de 2 oiseaux tués à la chasse dans l'Hérault en 1992 et 1994. Ils étaient originaires de Catalogne. En 2016, après une mortalité en 2012, les observations étaient de bon augure. Vous verrez ça un peu plus loin dans les chiffres que j'ai relevés sur faune.
On a fait des observations records, 72 dans la roselière de Bouveau, c'est dans la réserve de Scamandre, en février 2017. Et on a fait une première observation à Hyères, au Salin des Pesquiers, en mai 2017. Donc voilà les observations que j'ai pu relever sur le site Faune. Bon, ces observations s'arrêtent à la fin du premier trimestre 2020. Vous voyez donc le problème qu'il y a eu en 2012. Et après, la population a à nouveau grandi. Et donc, les sites, c'est 10 communes dans l'Aude, 9 dans le Gard et 22 dans l'Hérault. Les contributeurs par département, donc le plus grand nombre de contributeurs, c'est 70% dans le Gard et 25% dans l'Hérault, et quelques autres dans l'Aude et les Pyrénées orientales. Le nombre d'observations, 9366, dont pour le premier trimestre 2020, 754, ce qui est beaucoup. Les menaces sur cette espèce, donc la chasse évidemment. La Thalève sultane, bien que jouissant d'une protection dans l'ensemble des milieux où elle vit, est parfois victime de vol de ses œufs et de la chasse. Jusqu'en 1999, l'espèce était sans statut, ni chassable, ni protégée. Ce qui fait que ce flou juridique a permis des prélèvements cynégétiques. Et puisqu'un tiers des mentions de l'espèce en région méditerranéenne jusqu'à la fin des années 1990 provenaient de la chasse, elle a été prise pour une foulque macroule. D'autres menaces, la pollution, évidemment, avec les insecticides et les plombs. Bon, maintenant, vous commencez à connaître tout ce chapitre des menaces qu'on retrouve bien souvent pour d'autres espèces, mais surtout pour toutes les espèces d'oiseaux d'eau. L'assèchement, donc la plupart des milieux sont bien protégés, mais certains marais privés ne sont pas à l'abri de l'assèchement. Assèchement des zones humides pour l'agriculture ou l'urbanisation, et l'augmentation de ses effectifs dans la partie nord de son aire de distribution ne saurait faire oublier sa raréfaction dans le sud de l'Espagne, où les effets du changement climatique contribuent fortement à l'assèchement des lagunes andalouses et l'obligent à aller dans des zones qui ne sont pas optimum pour son installation. En France, cet oiseau reste exposé aux hivers particulièrement froids, comme en 2012. Vous voyez ces longs doigts, ces longues griffes. Donc il y a eu des efforts de rétablissement de population en Espagne, elles ont porté leurs fruits et la population de ce pays est en nette expansion. Lorsque l'espèce a commencé à s'implanter en France, elle ne possédait pas de statut juridique, comme je vous ai dit, et elle y est désormais protégée. Cependant, depuis cette implantation, l'espèce ne progresse qu'à petits pas. Pourtant, les milieux qui lui sont potentiellement favorables ne manquent pas. Les populations présenteraient une sensibilité forte à tous les facteurs environnementaux, d'où des fluctuations d'effectifs relativement fortes. Les hivers froids pourraient provoquer une forte mortalité, mais cela n'explique pas tout. C'est tiré d'un rapport de la Tour du Valat. Donc, il proposait une gestion possible. Donc, ce qu'ils disent, c'est que les exigences écologiques de l'espèce en France sont pour le moment peu connues. Il convient en priorité de mieux comprendre sa dynamique sur le littoral, appréhender de façon systématique les facteurs positifs et négatifs qui influent sur celle-ci, la recenser précisément, maintenir et restaurer les roselières et maintenir leur connectivité. Réaliser le suivi de l'espèce en collaboration avec l'ONCFS, les fédérations de chasseurs et les associations de protection de la nature. Voilà pour ce petit diaporama. Est-ce que tu n'as pas dit que la répartition, c'était entre autres en Russie? Oui. Et alors, elle ne craint pas trop le froid?
Mais oui, mais c'est pas les mêmes espèces que. Ah, d'accord. Ouais, voilà, c'est pas. Ici, apparemment, elles craignent le froid. Donc, si tu veux, c'est pas les mêmes populations, quoi. D'accord, d'accord. Ok. Moi, je voudrais poser une question. J'ai pas très bien compris, Martine. Merci beaucoup pour cet exposé hein, et ces photos magnifiques. J'ai pas très bien compris. Au milieu, là, quand tu as parlé, cité le nombre de départements dans l'Hérault, le Gard et l'Aude. Oui. On va revenir dessus. Voilà, si ça t'ennuie pas, ça sera volontiers. Et qu'est-ce que tu n'as pas compris alors? Peut-être que c'était la diapo trop vite. C'était le terme de contributeur. Contributeur, c'est le contributeur, c'est les personnes qui mettent des infos sur faune et l'air, qui saisissent des observations sur faune et l'air. Ah, ok. Voilà. Si tu veux, il y a les observations, il y a les contributeurs. D'accord. Et donc, actuellement, un contributeur peut mettre plusieurs observations sur le site. On peut l'observer où alors? Chez nous, là, chez nous et dans l'Aude. Bah, écoute, il y en a à commencer par la Maison de la Nature. Ah oui? Oui. Alors moi, j'ai pas eu beaucoup de chance avec la Talève. Hein. À chaque fois qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai vu la Talève à cet endroit », ben moi, je l'ai jamais vue. Hein. Il y en a au Scamandre aussi. J'ai vu celle de la Maison de la Nature de loin, donc j'ai pas vraiment pu faire de bonnes observations. Après, bon, j'ai pas relevé, mais si tu veux, je pourrais regarder sur Faune et enfin, si tu es habitué à Faune, tu pourras regarder aussi. Hein. Il faut faire une recherche pour regarder exactement, relever toutes les communes, mais je ne les ai pas relevées là. Il y en a. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Il y en a la réserve qui est avant Mireval, là où il y a la carrière. Oui. Comment ça s'appelle les Salins? Oui, mais de l'autre côté de la route. Au Boulas, oui, exact. Oui, oui. Moi, j'en ai vu aussi de très loin, là. Ouais. Au Boulas. Oui. Et comme on est un peu en hauteur, il faut être bien. On est en hauteur un peu loin. Donc, selon si la végétation est assez dense, et puis si tu n'as pas un bon matériel, les jumelles, ça ne suffit pas vraiment pour observer au Boulas quand tu es en surplomb. Mais on les voit très bien de l'autre côté donc de la route de Sète et de l'autre côté du chemin de fer. Cet endroit, oui. C'est une réserve aussi. Là, il y a un gros mas. Et là, bon, faut rester derrière le grillage, mais elle se voit facilement là. D'accord. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Il faudra que je regarde sur une carte, je sais pas. Ouais. Mais en allant en effet sur Faune et l'air, en faisant la recherche ou sur Faune France, on trouve les endroits. Oui, là, je ne les ai pas relevés parce que bon, je ne savais pas si ça intéressait tout le monde. Merci, Véronique. Et est-ce qu'on peut la voir à l'heure actuelle? Normalement, oui, si j'ai bien compris. Oui, si bien oui. Oui. D'accord. Ouais. Et le truc pour la voir, c'est que bon, elle est en lisière de roseaux, mais des fois, elle est dans les roseaux, donc il faut avoir l'œil, quoi. Ou il faut être là juste au moment où elle sort un peu, qu'elle s'aventure un peu dans l'eau. Et puis, il ne faut pas que la végétation soit trop dense ou trop haute. Est-ce que tu m'entends, Martine? Oui. Bonjour, c'est Marc. Bonjour, Marc. Donc, je pense que l'endroit qui était décrit tout à l'heure, c'est la réserve de l'Estagnol. C'est ça, oui. Quand on se met sur la butte qui est vers le marchand de vin, à la longue vue, on les voit bien. C'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Boulas, c'est ça que je voulais dire. Il y a au Boulas aussi. Je l'ai vu au Boulas aussi.
Et après, à la Maison de la Nature, en hiver, il y en a 4, 5, 6 en permanence. Moi, tout l'hiver dernier, j'en ai vu entre 2 et 5 ou 6 à chaque visite. Et j'ai fait plus une dizaine de visites. Et il faut bien la chercher dans la végétation. Il y a un endroit ou deux particuliers où elle aime bien être, mais elle est très facile. Après, le scamandre, ils n'ont pas coupé les roseaux cette année. Mais quand ils coupent les roseaux, c'est vers le mois de février et mars. C'est le buisson gros, je crois, c'est un truc comme ça. Quand ils coupent les roseaux, ils en ont compté jusqu'à 80. Ouf. Et après, il y a le long du canal des Capettes. Tout l'été, j'y suis allé. Je les ai vus avec les poussins tout le temps. Et Jean-Pierre Trouillat m'a dit qu'il y avait des petits jusqu'au mois d'octobre. D'accord. Donc, elle est pas du tout, elle est courante sur tout le secteur. Hein. Bon. Plus facile à voir en fin de journée. Non, non. Non. Ah. Moi, quand j'allais au canal des Capettes, j'arrivais au lever du soleil vers 7 heures du matin. Et après, j'allais vers 9 heures au Scamandre. Mais quand je repartais, je m'arrêtais le long du canal, il y en avait. Et le soir, il y en a. Hein. Et pour la Maison de la Nature, il n'y a pas de souci. Tiens, là, il y a une photo là. Reviens en arrière, Martine, sur une photo. Voilà, celle-là. Bah, tiens, bah, il se trouve que c'est ma photo. Voilà, ça a été fait à la Maison de la Nature cet hiver. Hein. Et donc, elle est dans la végétation. Voilà, un jour, s'il y en a que ça intéresse, ils ont qu'à laisser les coordonnées à Martine. Un jour, on pourra tenter une sortie à la Maison de la Nature. Hein. Après, on la verra. Normalement, on devrait la voir. Hein. Mais je ne sais pas si c'est ouvert ou pas, le circuit. Comme je m'amuse autrement à aller faire du cyber dans ce moment. Donc, mais si ça intéresse, on peut aller faire une sortie un jour. Hein. En ce moment, les sorties, c'est 6 maximum, hein, et ça dépend de... en fait, à la LPO, on ne fait pas de sortie en ce moment, mais il y a des... Cet après-midi, par exemple, au Salin, j'ai vu un groupe, mais je pense que c'était des gens en situation de handicap, parce qu'il y avait la jouelette là, qui porte une personne qui ne peut pas marcher. Oui, non, mais comme je dis, une sortie, ça serait une ou deux personnes, et puis on se promène entre Voilà, oui. gens. Hein. C'est pas une sortie logo. Ça, c'est en off pour l'instant. C'est une sortie entre ornithos. Voilà. Voilà, Okay. donc. Après, j'ai regardé dans mes livres. Là, j'ai le tout récent livre où il y a les 11 500 espèces de Thalèves. Celle qu'on a sur Montpellier. Moi, je ne la vois pas sur la carte en Russie, ni en sous-espèces, ni en espèces. Donc, j'ai pas d'espèce de Porphyro en Russie. Ah, t'as pas le même... Ouais. Après, même dans le livre, ils disent que la classification et tout ça, ça fait l'objet de débat. Mais moi, j'ai pas de Thalève, cette espèce-là, ou une cousine sur la Russie. Dans mon livre... qui fait 4 kg. Ok, bah ça sera peut-être quelque chose à revoir alors. Ouais, on en reparlera. Je te photocopierai les pages et je te les enverrai. Ouais. Autrement, c'était intéressant, j'ai appris plein de choses. Pour les personnes qui nous écoutent, la marque, je me permets de préciser que je suis bénévole à la LPO, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et donc, je fais de l'ornitho depuis une bonne dizaine d'années, mais bon, je suis pas une professionnelle, entre guillemets. Donc, peut-être que pour l'histoire de la Russie, j'ai peut-être fait une erreur, je ne sais pas, faudra qu'on recherche. Ouais, c'est peut-être mon livre qui est incomplet. Hein. Là, pour l'instant, c'est juste une question. Hein.
Pas forcément, hein, pas forcément. Moi, je peux faire des erreurs en faisant mes recherches, hein. Donc, voilà, on essaiera d'éclaircir la chose. On va comparer nos données. Mais comme le soulevait tout à l'heure, comme c'est une espèce bien méditerranéenne et bien tropicale, pays chaud, la présence en Russie, c'est pour ça que je suis allé feuilleter le livre, parce que comme il y a Ouais. personne qui l'a fait remarquer, Ouais. ça m'a surpris un petit peu qu'elle soit là-bas. Ouais. Bah, je regarderai là où j'ai trouvé ça. Peut-être j'ai mal interprété, je ne sais pas. Je regarderai ça. Faut regarder, c'était peut-être une donnée de l'ancienne de l'URSS et qui maintenant, avec l'explosion de 90 de l'URSS, ça serait ou le Kazakhstan ou le Turkménistan, des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, peut-être. Faudrait voir. Ouais. Merci Marc. À bientôt. À bientôt. Tant qu'on y est, avant que tu conclues, je te ferai une précision sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai trouvé des infos. D'accord. Mais je crois que j'ai plus rien. Voilà. Donc, tu avais raison, Martine. Et depuis, la science a travaillé. Donc, ce livre-là, l'encyclopédie, le guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique, c'est un livre qui a 20-25 ans. Il donne effectivement la Talève dans les républiques soviétiques, du côté de l'Azerbaïdjan, entre autres. Ouais. Et depuis, ils ont sorti ce livre qui s'appelle Tous les oiseaux, là, qui a été livré au mois de septembre. Tous les oiseaux du monde. Donc, depuis, la génétique a fait des progrès et ils ont splitté la Talève sultane qui, il y a 25 ans, couvrait tout le pourtour méditerranéen au sens large. Ils l'ont splitté et maintenant, la Talève sultane, elle fait l'Afrique du Nord, l'Espagne, la France, l'Italie. Et l'espèce qu'ils ont créée, qui va couvrir l'Inde, l'Azerbaïdjan, les pays du Proche-Orient, la Turquie, ça s'appelle Porphyrio poliocephalus. Donc, tu avais raison, parce que tu as dû trouver une info qui était pas toute récente. Et je sais pas depuis combien de temps ils les ont splittés, mais ils ont séparé les espèces. D'accord. Donc en fait, tu avais raison aussi. Les deux avaient raison. Donc ça, c'est le problème avec la génétique, il crée des espèces dans des quantités phénoménales. Il y a des documents qui ont 1 an qui parlent de 10 000 espèces d'oiseaux. C'était ce qu'on trouvait sur les conférences du colloque de la migration de la LPO. Et le livre là, que je vous ai montré, il parle de 11 500 espèces. Donc en 1 an, ils auraient créé 1500 espèces. Et il y a des espèces qui sont discutées entre scientifiques. C'est des grands débats qui, moi, me laissent très songeur. Mais bon, voilà. Donc, on avait raison tous les deux. Donc c'est compliqué, quoi. Est-ce que vous avez employé le mot spité? Splitté, ça veut dire que il y a 25 ans, sur le pourtour méditerranéen, il n'y avait qu'une espèce de Thalès sultane, et qu'à partir de la génétique, les scientifiques ont estimé qu'il n'y avait pas une espèce, mais 2 populations distinctes, et ils ont donc créé une deuxième espèce. Et dans le jargon, on utilise le mot splitté pour dire qu'on a créé une nouvelle espèce. C'est un anglicisme en fait. Voilà. Très Après, bien. je connais pas de synonyme en français. Enfin, si, créer une espèce ou un truc comme ça. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors, ce sont des poussins de qui? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut prendre la parole? Pas Marc, évidemment, puisqu'il connaît la réponse. Il y a quelqu'un qui sait? On a vu une photo avec
avec une foulque qui donnait, qui alimentait les petits et les petits avaient la tête très rouge. Tout à fait, c'est bien ça. Tu as bien suivi. Tu as bien suivi, bravo. Voilà, donc les photos de Marc qui avait rencontré une foulque avec ses petits. Alors, et là, on a quoi? Facile, là. Ben, une talève, hein? Oui. Une talève qui est en train de manger. Voilà, on voit la plaque rouge sur son front et ses pattes bien roses, là. Elle est belle, celle-là. Celle-ci, c'est quoi? C'est peut-être un petit de talève parce qu'il a la plaque rouge qui est bien formée. On a Sylviane qui nous dit Ganigule et Marie-France qui nous dit poule d'eau. Voilà, c'est Galinule le poule d'eau, ouais. C'est encore la poule d'eau. C'est vrai que c'est un peu difficile là parce que c'est vraiment une photo mystère, hein. La voilà. Ah, la coquine. Ok. Voilà, mais ceci dit, il y a des talèves, je ne sais plus laquelle, mais il y a des talèves qui ont un bout jaune à leur bec. Je ne sais plus laquelle espèce. Voilà, mais ça, c'est une galinule poule d'eau qui était dans le parc de Bercy à Paris. Alors, qui veut nous dire qu'est-ce que c'est? Foulque. Tout le monde est unanime dans le chat. Oh, c'était un peu facile, mais bon, il y avait quand même le piège là avec la végétation. Et celle-ci? Il n'y a pas d'erreur possible là. Talève. Avec le gros bec bombé. Notre copine Talève. Vous l'avez bien dans l'œil alors, ça va. Ça va. Celle-ci. Oula. Alors, vous avez un indice si vous regardez bien. Oui, elle n'a pas le cul blanc. Oui, alors il y a deux indices même. Ah, deux indices. Elle n'a pas Et le cul blanc, donc c'est pas une talève. Voilà, elle n'a pas les pattes pas rouges. Claudine dit foulque. Sylviane dit poule d'eau. Alors, en fait, ce sont des foulques en accouplement. Ah. Voilà. Elle avait le partenaire lui avait mis la tête dans l'eau. Ils étaient voilà, on voyait juste le dos et là, ils ont refait surface. Des foulques donc. Bon, de toute façon, je vais arrêter les suspens parce que là, vous allez être obligé de me croire sur parole parce que, en fait, ce sont des foulques, mais la lumière fait que ça paraît bleu et j'ai pas la photo qui montre ces deux oiseaux la tête sortie de l'eau. Donc, vous devez me croire sur parole. C'est pour vous dire que ça peut être trompeur, quoi, avec la luminosité. Vous voyez, moi, je vois, je sais pas vous, mais moi, je vois du bleu, là. Et pourtant, est-ce qu'elle n'est pas plus grosse, la talève? Alors, est-ce qu'elle est plus grosse? Je pense que c'est une bonne question. Je pense que c'est à peu près équivalent, mais on peut regarder si vous avez 2 minutes. Elle est plus grosse. Elle est plus grosse? Oui. La talève, elle fait 45-50 de longueur et 90-100 d'envergure.
Ouais. La foule que fait 36-38 et 70-80 d'envergure. Mais bon, après, tout dépend du zoom de l'appareil photo, etc. Donc, Oui, c'est sûr. c'est un peu complexe. Alors, ici. Ils sont très jolis, ces canards. Alors, les canards, qui c'est quelle espèce c'est? Des nets rousses. Très bien. Des juges. Bah, je sais pas, c'est les femelles aussi, non? Elles peuvent être comme ça, non? Ouais. C'est en hiver aussi, ouais. Ouais. Mais comme c'est une photo d'été, c'est sûrement des jus. D'accord. Alors, bon, c'est l'oiseau à droite qui nous intéresse. Claudine a proposé Foulk x2 dans le chat. Ouais. C'est bien. Même x3, il y en a une ici aussi. Ah oui, exact. x3. Là, vous l'avez encore ici. Et celle-ci? Est-il pas mignon? Du coup, c'est pas la tête rouge de tout à l'heure, c'est l'autre. Alors, c'est qui l'autre? J'attends que les gens répondent, hein. Visiblement, personne n'ose, hein. Ben oui, c'est un peu difficile. C'est pas le petit poussin avec la tête rouge de tout à l'heure. C'est pas le petit de la Talef Sultan parce qu'il est gris. Il a pas de, il est pas du tout il a pas du tout cet aspect. Et en fait, je vais vous dire, alors c'est des juvéniles de Foulque Macroul. D'accord. C'est-à-dire, c'est l'étape après le petit poussin tout à la tête rouge, là, tout ébouriffé que vous aviez. Les juvéniles, quand ils sont un peu plus, donc, un peu plus âgés, eh bien, ils sont comme ça. Voilà, vous pourrez regarder dans vos bouquins. Et je crois que c'est terminé pour mon quiz parce que j'avais pas beaucoup de matière. Ah bah si, encore une, mais vous la connaissez, celle-ci. Peut-être je voulais vous remettre les photos de Talev du diaporama pour vous expliquer sur quelle photo j'étais un peu sceptique et que je pensais que ce n'était peut-être pas la Talev sultane. Je vais revenir vite fait. Quand on fait des recherches, bon, bon, celle-ci, c'est peut-être pas très évident, mais voilà, là, vous voyez, il y a des tons de vert. Ici, ça c'est une Taleb sans problème. Ah bon, alors ça va. Peut-être que j'ai tout bon, alors peut-être que ce sont vraiment que des Taleb sultanes, mais j'ai eu des hésitations parce que quand tu vas sur des sites où tu peux avoir des photos gratuites, enfin, tu peux utiliser les photos gratuitement. Des fois, il y a des erreurs, quoi. Donc, voilà, j'ai un peu hésité. Mais bon, alors c'est bon. Si tu me dis comme à la Parce que déco. avec la lumière, ça pose la question de la couleur sur dans les plumages. Ouais. La couleur, elle tient. On prend un canard colvert. Le mâle, quand il a la tête bien verte, si la lumière vient d'un angle différent, des fois, elle est toute violette. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est ce genre de phénomène-là qui peut faire varier la couleur. D'accord. Bon, bah alors en fait, c'est tout bon alors pour les photos.